Bonjour mesdames, bonjour messieurs. On ne perd pas de temps, les réunions se succèdent à un rythme très très soutenu. Alors bonjour Patrick Renard. Bonjour Rémi. Alors vous êtes directeur du département actionnaire d'Air Liquide. Air Liquide est une société, vous le savez tous, qui occupe une place particulière dans l'univers de la bourse en France, puisque c'est celle où les actionnaires individuels ont le poids le plus lourd dans le capital. Ils possèdent 35% des actions. C'est une société, vous le savez aussi sans doute, qui est leader mondial de la production des gaz industriels et médicaux. Elle est considérée comme la valeur sûre par excellence à la Bourse de Paris, en raison de la très grande régularité de ses performances, à la fois financières et boursières. Bon, bonjour Rémi, bonjour à tous. Merci d'être ici. Effectivement, pour nous, l'actionnariat individuel, c'est quelque chose qui fait partie de notre ADN. En fait, c'est la clé de notre stratégie, de notre indépendance. Pour faire bref, il y a trois façons de financer les investissements d'une société. Le cash flow, c'est-à-dire l'autofinancement, et là, c'est forcément limité quand on est en période de croissance. Et Air Liquide a quasiment été toujours en période de croissance depuis sa naissance en 1902. L'endettement, mais là, vous êtes un petit peu dans les mains de votre banquier. Et puis vous avez la beauté de l'ouverture au capital, aux actionnaires, et c'est ce qui nous a permis effectivement de croître en toute indépendance depuis maintenant 120 ans. Alors, on va parler justement de cet aspect investissement. On est présent à l'Investir Day, donc dans Investir Day, il y a le mot investir. On va évoquer ensemble les performances boursières autour du thème épargner en bourse, quel intérêt, avec un S à quel et à intérêt, puisque on va voir ensemble qu'ils sont nombreux ces intérêts et pas uniquement financiers. Donc ma première question, c'est l'intérêt, il se voit un petit peu dans les chiffres, puisque plusieurs études, notamment de l'autorité des marchés financiers, l'AMF, qui en publie régulièrement, montre qu'après des années de stabilité, voire de légère baisse, la bourse est parvenue à attirer au cours des dernières années un public nouveau. Oui, alors ça c'est très intéressant. En fait, ça a commencé en 2019, fin 2019, avec la privatisation de la Française des Jeux, qui a attiré 500 000 nouveaux actionnaires en bourse. Et puis ensuite, ça a continué pendant le Covid, puisqu'en fait, les gens confinés chez eux, je dirais, dépensaient moins, donc avaient une capacité d'épargne souvent plus importante que d'habitude. Donc ils ont commencé. Du temps aussi. Ils avaient du temps. Et ils avaient du temps pour s'en occuper. Donc ils avaient du temps pour étudier les différentes solutions d'investissement. Le livret A, je vous le rappelle, était à 0,5% aussi durant 0,75 plus 0,5% durant cette période. À 0,5%, il faut 139 ans pour doubler son capital. Donc il y a d'autres solutions qui ont été envisagées, et bien évidemment les actions, puisque toutes les études montrent, et c'est l'AMF qui le dit aussi, mais d'autres études montrent qu'à moyen et long terme, en fait, le placement en actions est le plus rentable. Et donc, il y a eu des nouveaux actionnaires, un rajeunissement d'ailleurs de l'actionnariat à cette occasion. Un rajeunissement. Alors, on l'a constaté aussi à l'Air Liquide. Alors, d'abord, on est passé de un petit peu plus de 420 000 actionnaires en 2018 à près de 750 000 fin 2022. Donc, c'est une croissance absolument colossale. C'est un record d'ailleurs pour Air Liquide. C'est un record, oui. On n'a jamais eu autant d'actionnaires. Ça nous a permis de gagner 2% encore de poids des investisseurs individuels dans notre capital. On est passé de 33 à 35%. Je vous rappelle que la moyenne société du CAC 40, c'est moins de 8%. Voilà, donc c'est très significatif. Beaucoup de femmes, donc une proportion de femmes très importante, notamment dans les nouveaux actionnaires, et beaucoup de jeunes, notamment ceux qui investissent via des néo-brokers, 30% ont moins de 35 ans. Donc un public vraiment rajeuni. En moyenne, sur la place de Paris, l'âge moyen a baissé de 8 ans. Donc c'est vraiment un renouvellement de l'actionnariat individuel. Alors, il y a des nouveaux actionnaires, mais il y a aussi beaucoup d'investisseurs qui sont tentés, mais qui hésitent un petit peu à franchir le pas en se disant la bourse, c'est risqué. Ils préfèrent des supports sécurisés, d'ailleurs, dont les taux se sont améliorés, donc qui rendent la comparaison peut-être un peu moins défavorable à ces supports sécurisés. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes qui n'ont pas osé franchir le pas pour les débloquer, pour qu'elles soient convaincues de l'intérêt d'aller en bourse ? Bon, déjà le fait qu'à moyen et long terme, le placement en action est le plus rentable, c'est un bon argument. Le deuxième argument aussi, je citerai un proverbe qui dit en bourse, on peut s'enrichir lentement et s'appauvrir très vite. Donc il y a des bonnes pratiques à suivre. Et la première, c'est déjà d'avoir une épargne de précaution. C'est-à-dire qu'avant d'aller en bourse, il faut constituer, alors le livret A est un support parfait pour cela, faiblement rémunéré, certes, mais non fiscalisé. Donc une épargne de précaution, c'est ce qui vous permet de faire face à une dépense imprévue et que vous n'ayez pas besoin de vendre vos titres. Alors une dépense imprévue,
imprévus, ça peut être la machine à laver à changer, la boîte de vitesse de la voiture, des dépenses de santé, donc ça c'est important. Une fois qu'on a constitué cette épargne de précaution, à ce moment-là, il faut considérer le placement en action, et là il y a quelques bonnes règles, la diversification du portefeuille, et puis aussi l'étude de la connaissance des sociétés dans lesquelles on va investir. Mais les actions s'incluent dans cette stratégie pour épargner, mais les gens ont peur éventuellement d'être un peu bloqués avec les actions. Alors effectivement, les actions sont moins liquides, puisque si vous êtes obligé de les vendre à un moment donné et puis que le cours de l'action a baissé, vous êtes perdant. D'où l'importance de l'épargne de précaution. Et puis après, là encore, il faut viser moyen et long terme. C'est-à-dire que l'investissement en action, ça doit être pour un projet personnel. Ça peut être un voyage en famille, ça peut être l'achat d'un appartement ou le premier achat, la primo-accession. On sait à quel point c'est un sujet pour les jeunes, l'accès au premier appartement ou à la première maison. Ça peut être aussi une préparation de la retraite, et ça, les jeunes commencent beaucoup plus tôt que les générations précédentes. Ou ça peut être la transmission du patrimoine aux enfants. Dès lors qu'on est sur des horizons moyens et long terme, on est forcément gagnant avec les actions. Simplement, il ne faut pas avoir à vendre à un mauvais moment. Voilà. Sur le long terme, évidemment, il y a quand même une croissance de tous les titres, donc on ressort gagnant. On dit en général d'ailleurs que il faut placer en bourse de l'argent dont on n'a pas besoin dans les 5 ans qui viennent. Je pense que 5 ans, c'est l'échéance minimum. Oui, je ne sais pas s'il faut aller autant. Ça dépend aussi des périodes. Quelqu'un qui aurait investi fin 2017, un jeune qui aurait investi fin 2017 en actions à Air Liquide, il aurait doublé sa mise en 5 ans. Et on sait à quel point l'apport personnel d'un jeune est important. Donc il avait tout intérêt à faire ça sur un PEA pour être faiblement fiscalisé et ainsi pouvoir aller voir son banquier avec son apport personnel. Et en investissant, vous l'avez dit, régulièrement, parce que sinon on risque effectivement de rentrer à un point haut du marché et de mettre plus de temps à enregistrer les gains sur long terme que vous avez évoqués. Absolument. Une bonne pratique, c'est d'investir régulièrement dans le temps, de façon à justement lisser l'incertitude et le risque qu'il peut y avoir. Et puis après, vous avez aussi des règles de bonne conduite classiques. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu. Donc ce sont des règles, un peu des recettes, mais qui ont vraiment tout leur sens en bourse. Alors, vous l'avez dit, c'est le placement le plus performant, mais cette performance, elle se mesure comment? Parce qu'il y a à la fois la hausse du cours, il y a le dividende, mais il y a aussi un certain nombre d'autres facteurs à prendre en compte. Oui, alors justement, d'ailleurs, je viens de faire une masterclass sur le sujet. Il ne faut surtout pas prendre le rendement tel qu'il est publié sur Internet ou dans des journaux financiers. Le rendement, c'est une vision très partielle. C'est simplement le ratio du dividende sur le cours de bourse. Bon, donc le dividende, c'est une fois par an, sa valeur est fixée. Le cours de bourse, il évolue en permanence. Donc déjà, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Et puis en plus, lorsque la société va bien, le rendement va avoir plutôt le cours de l'action va avoir tendance à monter. Il est au dénominateur, donc le rendement va baisser. Donc plus la société va bien, plus le rendement est bas. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Un rendement qui baisse peut être une très bonne chose pour l'actionnaire. C'est ça que vous voulez dire? Oui, enfin je veux dire, c'est totalement paradoxal. Donc nous, ce qu'on conseille plutôt, c'est de regarder un indicateur qui prend tout en compte, qu'on appelle le TSR. Alors désolé, c'est de l'anglais, Total Shareholder Value. Ou c'est ce qu'on appelle aussi la performance boursière globale. Investir, l'a d'ailleurs publié dans le numéro que vous avez pu prendre à l'entrée pour les valeurs du CAC 40. Oui, et alors ça prend en compte le cours du titre, déjà ça c'est important, en plus ou en moins, puis les dividendes qui sont versés, les actions gratuites que peut être amenée à verser la société. Donc ça c'est une pratique de certaines sociétés, de quelques sociétés, dont Air Liquide, qui en moyenne distribue une action gratuite pour 10 tous les 2 ans. Et puis la prime de fidélité, c'est-à-dire qu'après 2 années de détention, nous versons 10% de dividendes en plus et 10% d'actions gratuites en plus lors des opérations d'attribution d'actions gratuites. Et puis alors, bon, ça c'est tout ce qui concourt à la valorisation du portefeuille. Et puis vous avez en moins les frais, donc là il faut faire très attention. Ça change beaucoup selon les établissements financiers. Si vous avez un compte au nominatif pur chez Air Liquide, et on est la seule société finalement non financière qui vous propose d'avoir un compte titre chez elle, nos frais, on ne facture pas de droits de garde, on ne facture pas de frais de gestion.
et on a des taux de courtage très réduits. Puis après, il y a la fiscalité. Alors ça, la fiscalité, elle est propre à chacun, mais on a la chance en France d'avoir une enveloppe fiscale très avantageuse, qui est celle du PEA, puisque, là encore, en bloquant ces actions pendant 5 ans, il n'y a plus on n'a plus d'imposition sur la plus-value au titre de l'impôt sur le revenu. Il y a juste les prélèvements sociaux à payer. Oui, un PEA dont le fonctionnement a d'ailleurs été assoupli il y a quelques années. Oui. Il est encore plus avantageux qu'il l'était. Voilà. De ce côté-là. Il y a quelque chose, je pense qu'il faut expliquer aussi, c'est l'effet boule de neige du réinvestissement du dividende. Parce que quand on gagne 10% pendant 10 ans, eh ben, ça ne fait pas 100% de gain, contrairement à ce qu'on pourrait croire intuitivement. Oui, alors c'est la magie des intérêts composés, c'est-à-dire que et ça arrive forcément sur un compte livret classique, c'est-à-dire que si vous avez investi 100 à 10%, au bout d'un an, vous avez 10. Donc la deuxième année, l'intérêt de 10% va porter non pas sur 100, mais sur 110. Donc vous toucherez 11. Et puis l'année suivante, vous toucherez 12,10. Donc on a un effet exponentiel. Et en fait, cet effet devient assez rapidement très très important et concourt à la rentabilité du portefeuille. Alors ça, c'est automatique sur un compte sur livret bancaire sur lequel vous laissez les intérêts. Il continue à produire des petits. Et c'est le cas aussi avec un investissement en action si vous réinvestissez vos dividendes. Et si on est dans le PEA Et si on est dans le PEA, c'est encore mieux parce que c'est pas fiscalisé. Alors effectivement, si vous n'êtes pas dans un PEA, il faut racheter des titres, les réinvestir pour bénéficier sur ces nouveaux titres de la même rentabilité que ce que vous aviez sur les anciens titres. Et donc, schématiquement, quand on gagne 7% par an, on double en 10 ans. Oui. Et 10% par an, on double en 7 ans. Ça, c'est la règle qu'on appelle parfois la règle d'Einstein, c'est facile à retenir. Alors simplement quand même, il y a une autre façon de regarder aussi, si vous regardez le temps qu'il vous faut pour doubler le capital, on l'a dit, 139 ans à 0,5% le livret A, à 3% qui est le taux actuel, on est encore à 23 ans pour doubler son capital. Et à l'air liquide, le TSR, il se promène bon an mal an entre 8% et 15%. En 15%, vous doublez en 2 ans. C'est le taux qu'on a eu entre 2017 et fin 2021. Entre 2018 et fin 2022, on a eu un peu moins. Le facteur, c'était 1,7. Mais ça veut dire quand même que la valeur du portefeuille augmentait de 70%. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut trouver sur le site Alors, on peut l'air trouver liquide. sur le site. C'est quelque chose qui est publié par les sociétés en général, soit sur leur site, soit dans leur document d'enregistrement universel, l'ancien document de référence. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui prend bien en compte tous les éléments concourant à la rentabilité du portefeuille en action. D'accord. Et donc, là, tout à l'heure, j'ai parlé d'intérêt au pluriel. On a vu l'intérêt financier qui arrive souvent au premier rang quand on investit, mais il n'y a pas que ça. Alors, il y a d'autres intérêts à l'investissement. Il y a d'autres intérêts. Derrière l'intérêt, c'est qu'il y a une société, c'est-à-dire qu'on investit dans l'économie réelle. Quand on est actionnaire, il faut s'intéresser à la société dans laquelle on investit. Bien entendu, le premier objectif, c'est de faire un investissement profitable, mais après, on peut contribuer à l'économie réelle. On n'investit pas dans un livret financier, un livret bancaire, on investit vraiment dans des sociétés. Une société sont des hommes, des femmes, de la technologie, des projets. Et ça, il faut s'intéresser à cette société parce que, évidemment, il faut investir à bon escient. Et investir à bon escient, c'est quand même se plonger un petit peu dans le business model de la société et se poser des questions sur les risques auxquels fait face la société. Et c'est ce que disait Warren Buffett. Il disait qu'il faut investir dans des sociétés que l'on comprend. Oui. Ça lui a plutôt bien réussi d'ailleurs. Mais... Ça lui a très bien réussi. Si vous prenez l'exemple d'Air Liquide, je ne veux pas parler d'autres sociétés parce qu'évidemment je suis tenu à parler que d'Air Liquide, vous le comprendrez, mais Air Liquide vous dit on est présent dans 73 pays. Donc la première chose à se poser, c'est de dire mais quelle est l'exposition aux différents pays? Et effectivement, c'est la question que nous ont posée nos actionnaires lors de l'invasion en Ukraine. Ils nous ont demandé quelle est votre exposition à l'Ukraine, quelle est votre exposition à la Russie? Et donc on a répondu nous ne sommes pas en Ukraine. Et en Russie, c'est moins de 1% du chiffre d'affaires. Et donc, voilà, le risque est limité. Et il y a beaucoup d'autres sujets. De la même façon, si on est dans des pays, dans autant de pays, est-ce qu'on est confronté au risque de change? La beauté du métier Air Liquide, en fait, c'est que c'est un métier local. C'est-à-dire que vous produisez dans le pays dans lequel vous vendez les gaz, parce que les gaz voyagent mal. Ça coûte cher de les transporter. Et donc, en fait, on produit et on vend dans les mêmes monnaies. Donc, il n'y a pas de risque de change. Voilà. Il y a l'effet énergie aussi qui est important parce que vous consommez beaucoup d'énergie pour produire vos gaz, l'oxygène, l'hydrogène, l'azote. Oui, alors évidemment l'air qui est notre matière première pour les gaz de l'air est gratuit. Ça va, c'est pas trop cher. Jusqu'à présent. Donc en fait la vraie matière première c'est de l'électricité pour les gaz de l'air. Alors la beauté de notre métier aussi c'est que
et ça a été très important avec ce qui s'est passé là aussi, avec l'invasion de l'Ukraine et les problèmes sur le gaz naturel, qui est une des matières premières pour la production d'hydrogène, c'est que nos contrats sont indexés sur les variations des prix de l'énergie. Donc lorsque le prix du gaz ou de l'électricité augmente, notre prix de vente de l'oxygène, de l'azote, de l'argon, de l'hydrogène augmente, et inversement, lorsque les prix baissent, ça rebaisse. Et donc c'est pour ça que lorsque nous publions nos résultats, en fait, on les publie évidemment en valeur faciale, mais en données comparables, c'est-à-dire qu'on va corriger justement des variations de prix de l'énergie de façon à ce que l'actionnaire ou l'investisseur puisse suivre exactement la croissance organique de la société. Et ça a été très visible sur les résultats de 2022, oui. Puisque avec la flambée des prix de l'énergie, le chiffre d'affaires s'est envolé. Mais ça n'a pas eu de conséquences sur le résultat. Tout à fait. C'est-à-dire que, évidemment, comme les prix sont indexés, ça vous coûte plus cher de produire, mais vous vendez plus cher et, in fine, en fin d'année, vous avez quasiment vous avez le même résultat. Voilà. Alors, on a parlé au début de la régularité de la performance d'Air Liquide. En quoi son business model favorise cette régularité de la performance? Alors, il y a beaucoup de raisons et je dirais que ça, c'est quand même une grosse caractéristique. Si vous prenez toutes les courbes d'Air Liquide depuis des décennies, vous avez une croissance extrêmement régulière du chiffre d'affaires, des résultats, du dividende, du cash flow. Tout ça, pourquoi? Parce qu'en fait, on a un métier d'abord qui est très diversifié géographiquement. Première chose, donc on est dans 73 pays, donc ça veut dire que c'est autant de risques politiques, comme on l'a dit, certes, mais ça veut dire qu'on a un panier diversifié de pays. On a 37% de notre activité qui est sur des contrats de long terme, des contrats de 15 ans, c'est-à-dire c'est les contrats pour les très grosses consommations, pour la pétrochimie, pour la sidérurgie. Et ces contrats, donc, sont des contrats de 15 ans. Quand vous avez un portefeuille de contrats de 15 ans, ça veut dire que vous n'avez à renouveler chaque année, en gros, ou à renégocier, qu'un 15e de votre portefeuille. Donc vous avez 14 15e du portefeuille dont vous connaissez pratiquement le 2 janvier le chiffre d'affaires que vous aurez. D'autant que souvent, il y a des seuils minimums de consommation. Alors oui, on a aussi des clauses qu'on appelle take-or-pay, enfin c'est une pratique du métier, c'est-à-dire que dès lors que nous avons fait un gros investissement, pour un client, évidemment, lui-même s'engage à prendre des quantités. Après, il y a d'autres, si on regarde ensuite, il y a 40% de l'activité, c'est ce qu'on appelle le métier marchand. Alors ça, ce sont les bouteilles ou les camions de gaz liquide que vous voyez passer sur les routes. Et ça, c'est 2 millions de clients dans le monde. Donc là encore, beaucoup d'applications, beaucoup de processus. Et en fait, la beauté de l'Air Liquide, c'est que nous sommes, alors on est B2B essentiellement, on est matière première de toutes les industries. Et c'est ça qui lisse le risque. Et in fine, une des règles en bourse, c'est de diversifier son portefeuille. Finalement, quand vous achetez une action Air Liquide, vous achetez déjà quelque chose qui est diversifié du fait de la multitude de clients. Je n'ai pas parlé de la santé, c'est 1,9 million aussi de patients dans le monde. Donc tout ça, ce sont des facteurs de diversification du risque et donc de lissage des variations du portefeuille. Alors, à titre personnel, même si Air Liquide est une société très diversifiée, je vous conseille quand même de diversifier votre portefeuille au-delà d'Air Liquide. Parce qu'on a des lecteurs quelquefois qui nous disent « j'ai tout mis en Air Liquide ». Je dis « c'est très bien, mais on ne sait jamais ». Tout à fait. Voilà. On a parlé de la performance financière, on a parlé du business model. Il y a aussi un aspect qui devient de plus en plus important, c'est de donner du sens à son investissement. Alors, est-ce qu'on donne du sens en investissant dans Air Liquide? Alors, je pense qu'on donne beaucoup de sens parce que Air Liquide est une société qui a des objectifs et des performances extra-financières importantes dans tout ce qui est responsabilité sociétale, développement durable, etc. Donc choisir d'investir dans Air Liquide, c'est aussi choisir d'investir dans un avenir décarboné, puisque nos produits, et notamment l'hydrogène, dans le cadre de la transition énergétique, vont énormément contribuer à cette décarbonation du monde. Alors, ce n'est pas seulement la mobilité, parce qu'on parle beaucoup des voitures hydrogènes, des camions hydrogènes, des trains hydrogènes, bientôt des avions hydrogènes, mais l'hydrogène, c'est une façon de stocker de l'énergie, donc ça, c'est très important, parce que ça permet de stocker l'énergie des éoliennes, par exemple, qui ne seraient pas utilisées, alors même qu'il y a du vent, mais s'il n'y a pas de besoin, idem pour le soleil. Donc on peut stocker beaucoup d'énergie avec l'hydrogène et sans perte, et à moindre coût par rapport à des... On ne peut même pas imaginer des champs de batterie. Et puis, c'est aussi un gaz qui a une puissance calorifique extrême. C'est pour ça que les Américains sont allés sur la Lune avec le moteur oxygène-hydrogène en 1969. C'est parce qu'ils avaient cette technologie. Et en fait, il y a beaucoup de procédés industriels dans lesquels vous avez besoin de chauffer. La sidérurgie a besoin de chauffer, utilise du charbon. Donc, ça produit du CO2 quand on brûle le charbon. Et vous pouvez mettre de l'hydrogène et utiliser la puissance
calorifique de l'hydrogène. Alors évidemment, il faut encore un petit peu de charbon pour faire de l'acier, parce que l'acier c'est du fer plus un petit peu de... Mais vous avez beaucoup d'industries. L'industrie du verre, par exemple, là aussi, où il faut chauffer, eh bien, on peut... Le ciment aussi, peut-être. Le ciment aussi, voilà. Donc en fait, toutes les industries sont actuellement en train de tester ou déjà de mettre en place des processus, des changements de leurs processus pour justement produire moins de CO2. Très bien. Merci Patrick Renard pour ces explications très claires et très pratiques. Nous n'avons pas le temps de faire les questions en direct, mais si vous avez des questions à poser, Patrick Renard et ses équipes sont présentes à leur stand et accorderont du temps à vos questions. Merci beaucoup. J'annonce la présentation suivante, qui sera la présentation de M. Babul, qui est le directeur général administration et finances de L'Oréal. Merci beaucoup. Merci. Et bon salon Investir Day.